Cet épisode est rendu possible grâce à la participation de Rémi Ouellette à la campagne de socio-financement avec la ruche réalisée pour donner vie au podcast L'écho du bien-être. On dit souvent qu'une nouvelle couche de peinture est la façon la plus simple de transformer un espace, mais la réalité, c'est que le résultat final dépend toujours de la préparation. Chez Peinture Rémi Ouellette, on ne se contente pas d'appliquer de la couleur, on redonne vie à vos intérieurs. On a tous déjà vu des travaux de peinture bâclés, des coulisses sur les cadrages, des plafonds mal découpés ou pire encore, un chantier laissé en désordre. L'approche de Rémi Ouellette est différente. Que ce soit pour un condo moderne, une résidence familiale ou un espace commercial, son engagement repose sur 3 piliers. Une préparation minutieuse des surfaces, une précision rigoureuse dans les découpages et une propreté absolue du chantier. En choisissant Peinture Rémi Ouellette, vous choisissez la tranquillité d'esprit. Il utilise des produits de haute qualité, durables et respectueux de votre environnement. Et il est en mesure de fournir des garanties. Son but est simple, que la seule trace de son passage soit la beauté de vos murs, sans aucune poussière ni tracas pour vous. Si vous avez un projet en tête ou si vous connaissez quelqu'un qui souhaite rafraîchir son décor avec une finition impeccable, discutez-en avec Rémi. Peinture Rémi Ouellette, c'est la qualité qui se voit, le service qui se ressent. Offrez-vous la perfection pour votre espace favori. Bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Dans le monde du travail, on parle souvent de performance, d'objectifs et de productivité. Mais de plus en plus d'organisations réalisent qu'on ne peut pas réellement performer si on néglige l'énergie, la présence et l'équilibre des personnes qui composent les équipes. Aujourd'hui, on s'intéresse à des outils simples, accessibles, mais pourtant très puissants. Le yoga et la méditation en entreprise. Mon invitée, Marie-Pierre Durand, est fondatrice de Strong Mama Spirit. À travers son organisation, elle accompagne des entreprises et des individus qui souhaitent intégrer davantage de bien-être dans leur quotidien, notamment grâce au yoga, à la méditation et à différentes pratiques de pleine présence. Dans cet épisode, on va démystifier ces approches, comprendre leur impact réel en milieu de travail et voir comment elles peuvent devenir des outils concrets pour mieux gérer le stress, retrouver l'énergie et créer des environnements de travail plus équilibrés. Marie-Pierre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Cette semaine, on a une très belle discussion qui nous attend avec Marie-Pierre Durand. On va parler cette semaine de yoga, de méditation, appliquée bien sûr dans le cadre des entreprises. Marie-Pierre, bienvenue au podcast. Merci Alain. C'est vraiment un très grand plaisir de te recevoir, Marie-Pierre. Ça fait longtemps justement que je voulais aborder ces sujets-là dans le cadre d'un épisode. Et pour commencer, Marie-Pierre, est-ce que tu peux nous parler un peu de qui tu es, de ton parcours et de comment le yoga et la méditation sont arrivés dans ta vie? Avec plaisir Alain. J'ai toujours eu un grand intérêt pour tout ce qui était du domaine de l'introspection et de l'analyse de soi. J'ai d'ailleurs eu le plaisir d'étudier en psychologie quand j'étais à l'université. J'ai fait un diplôme en psycho. Puis, durant cette période-là, ben, je vivais tout le stress des études, la gestion de ce que c'est que devenir un adulte, hein, et j'ai découvert le yoga très tôt dans ma vie à 17 ans. C'est devenu tout de suite un allié pour moi parce que j'étais un petit paquet de nerfs, moi. J'ai tout le temps beaucoup d'énergie, je suis tout le temps dans plein d'affaires et j'avais besoin d'une pratique pour me retrouver vers moi. Pas toujours dans le calme parce que je ne suis pas quelqu'un qu'on pourrait décrire de calme spontanément, mais j'avais besoin d'un espace où je pouvais respirer là-dedans. Peu importe qu'est-ce qui est en dedans de moi, actif, pas actif, fatigué, heureux, de bonne humeur. J'ai découvert le yoga très tôt dans mon parcours, la méditation aussi. Au fur et à mesure que j'ai évolué, j'ai touché beaucoup de choses, moi, dans le milieu. J'ai été dans le domaine communautaire pendant près de 6 ans. J'ai en intervention au niveau des personnes qui vivent avec des problématiques de dépendance. J'ai travaillé avec des gens qui vivaient avec des stress post-traumatiques, blessures de stress opérationnel. J'ai évolué, je te dirais, jusqu'à aller 100% en travailleur autonome en yoga. Parce que je me suis formée graduellement. L'intérêt était tellement grand, je voyais pour moi, justement, un bel ajout aux appuis qu'on faisait déjà en centre de thérapie où je travaillais.
je voyais qu'il y avait une belle possibilité d'aller joindre cet aspect-là très yoga, pleine conscience. Donc, j'ai commencé à me former, puis j'ai évolué là-dedans jusqu'à aller complètement en yoga pendant les dernières années. Euh, j'ai touché à beaucoup de choses, je te l'ai dit, mais je suis revenue sur le marché du travail. Le COVID aura été dur pour les grands rêveurs et les gens du domaine du yoga, hein. Donc, je suis retournée à ce moment-là dans mes forces, la gestion de ressources humaines, la gestion en entreprise. J'ai travaillé en développement des affaires, en recrutement, en chasse de tête. Fait que je suis arrivée dans les dernières années avec un parcours un peu atypique, mais riche de beaucoup d'expériences qui commençaient tranquillement à se rejoindre vers des points communs, là. J'arrive de beaucoup de choses différentes, mais ça fait du sens maintenant. Mm. Oui, absolument. Puis j'aime beaucoup ton parcours. Puis c'est intéressant parce que justement, c'est ce que tu as vécu, justement, qui t'a permis justement de prendre conscience de certaines choses. Alors ça, c'est intéressant. Et quand Mhm. tu as mis donc en place ton entreprise, est-ce qu'initialement, donc, tu as décidé d'offrir tes services uniquement donc aux gens individuellement ou est-ce que le bien-être en entreprise est arrivé tout de suite dès le départ? Donc, à quel moment est-ce que tu as réalisé, en fait, que ces pratiques-là pouvaient impacter positivement les milieux de travail et les équipes? C'est une très bonne question parce que rapidement, quand on est travailleur autonome, quand on enseigne le yoga puis la méditation, peu importe quel background on a, hein, on travaille tout seul à trouver des petits contrats, disons les choses comme elles sont. Parfois, ce sont des contrats corporatifs, donc en entreprise. Parfois, ce sont des contrats en one-on-one avec des humains. Des fois, c'est avec des studios de yoga qui ont besoin de partenaires pour enseigner. Fait que j'ai touché à différents environnements. Mais rapidement, le constat que j'ai fait, c'était que ce qu'on enseignait dans les classes de yoga, peu importe dans quel milieu on était, ça avait des bienfaits pour la personne qui était présente, mais aussi ces bienfaits-là pouvaient s'étendre à l'instant où la personne sortait des quatre murs de la pièce de yoga. Je m'en suis rendu compte rapidement parce que quand on échange avec les gens, moi j'ai développé, puis je suis quelqu'un qui est facile d'accès, donc quand je commençais à discuter avec mes élèves, si je peux les appeler comme ça, ben, parler Marie-Pierre, la valeur ajoutée de ce qu'on fait ensemble dans notre yoga, je m'en rends compte quand je me chicane avec mon chum. Je m'en rends compte quand je suis dans les transports, puis que là, ben, je suis un peu nerveuse, je suis en train de m'énerver, puis il y a mes enfants qui regardent dans la voiture en arrière. Je m'en rends compte, puis là, les gens commençaient à m'expliquer qu'est-ce que eux voyaient comme bienfait dans leur vie, dans toutes les sphères de leur vie. Puis ça, ben, c'est bien au-delà d'une salle de yoga puis de ce qu'on veut pratiquer. Donc, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui fait du sens et pour qui ça fait du sens? Dans la mesure où, je vais donner un exemple très concret. Lorsque j'enseignais le yoga, lorsque j'ai commencé à enseigner le yoga en groupe, j'enseignais pour des groupes de motivation jeunesse, qui sont des belles initiatives locales là, pour les jeunes, qui sont souvent en contexte de décrochement ou avec des enjeux psychosociaux, si on peut les nommer très globalement comme ça. Avec eux, l'objectif, c'était pas de les amener dans une appropriation transcendantale, puis dans des choses très compliquées au niveau de la spiritualité. C'est de les amener à se reconnecter à leur corps, à leur souffle, puis à se déposer dans ce qui était là, ici et maintenant. Après ça, on verra bien où est-ce que tu vas aller dans 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Donc, eux autres, avec eux, on était vraiment plus dans une approche de pleine conscience. C'est là que les outils yoga, méditation étaient utiles. Quand j'allais enseigner, j'en ai eu le plaisir d'enseigner à l'établissement de détention ici à Québec avec des détenus psychiatrisés. On n'était pas non plus, encore une fois, dans l'appropriation complète de tous les grands principes philosophiques du yoga. On était juste dans le fait de bouger le corps parce que concrètement, il y avait des restrictions physiques. Il y avait des tensions physiques qui commençaient à générer des inconforts, des conflits, des situations même qui pouvaient monter puis s'échelonner. Donc, j'ai rapidement fait le constat que pour chaque environnement, on devait avoir une capacité d'adaptation comme enseignant pour pouvoir proposer les bons outils. Donc, j'ai commencé à m'amuser avec ça, à faire un peu un laboratoire dans ma pratique personnelle, dans l'enseignement aussi, puis voir ben, qu'est-ce qu'on peut amener à ces gens-là qui va être une valeur ajoutée immédiatement, du moins le plus possible. C'est ce que j'ai voulu avoir auprès de mes élèves rapidement, un impact. Vraiment, c'est toujours ce que je souhaite en tout cas, même encore aujourd'hui. Mm. Oui, tout à fait. Puis c'est des points vraiment, vraiment intéressants que tu m'apportes parce que c'est sûr que ce sont des pratiques où tu n'en retireras pas seulement des bienfaits dans le moment où tu fais une séance. Hein? Donc, ça va avoir Non. vraiment après ça un impact beaucoup plus global hein, qui va pouvoir justement positivement Mm. impacter tes journées, tes relations. Donc, on va pouvoir y revenir même d'ailleurs un petit peu plus tard lorsqu'on OK. va s'attarder plus donc aux séances bien-être en milieu de travail. Mais Marie-Pierre, j'ai quelque chose qui m'intrigue et je suis sûr que ça va être Vas-y. intéressant donc pour les gens de découvrir le nom de ton entreprise. Donc, Strong Mama Spirit. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient ce nom-là et qu'est-ce que ça veut dire exactement?
c'est très complet comme histoire. J'ai rencontré seulement les parties qui se racontent de vive voix. Les autres, on a besoin souvent d'être autour d'une bonne table avec un bon fou rire avant. Mais pour ce qui est du Strong Mama Spirit, tout ça, c'est parti d'un constat. Personnellement, je suis une fille qui a beaucoup d'énergie, je te l'ai nommé d'entrée de jeu. Je me suis rendu compte que dans le domaine du yoga, pour y avoir évolué en autonome toute seule pendant des années, qu'on imaginait le yoga toujours tout de blanc vêtu, dans une zénitude absolue, avec le legging parfait, le petit namasté parfait, et je ne me reconnaissais pas, mais pas du tout là-dedans. J'avais l'impression de creuser un fossé littéralement entre ce qu'on voyait sur le marché, de devoir essayer de me mouler à ça. Puis plus j'essayais de me mouler, plus ma petite Marie-Pierre à l'intérieur de moi a hurlé au meurtre de sortir de là avec ses tatous puis son énergie. Je t'en supplie, enferme-moi pas dans ce cadre-là. Donc, au fil des années, j'ai commencé à m'autoriser à être davantage moi-même, à être un peu plus cash, à utiliser l'humour dans mes classes, à dédramatiser, à normaliser beaucoup de choses que mes élèves disaient tout bas ou pensaient tout bas. Et ce caractère-là, très fort de caractère, ça a été quelque chose qui fait un peu ma réputation à Québec. Les gens, en général, soit tu m'aimes pas, mais quand tu m'aimes pour ça, pour ce côté-là franc et cru, un petit peu. Je dis pas cru du sens vulgaire, mais cru dans le sens tel quel, tout cru, comme j'aime bien dire. Donc, quand j'ai quitté le travail autonome et j'ai voulu ensuite refonder une équipe, quelque chose de plus solide avec Strong Mama Spirit, je voulais qu'on ressente cette mention-là, cette intention-là d'être soi-même, d'être tout cru, d'être vrai. Et je ne voulais pas de yoga to do, yoga oasis, yoga ci, yoga ça. Je voulais quelque chose de fort. Quand on me connaît, on sait que j'ai un côté maternel très fort. Je suis quelqu'un qui est un peu militante. Je une fibre un peu pour défendre les intérêts. Et quand je défends quelque chose auquel je crois, je peux être féroce. Puis je suis très fière de ça maintenant. Autant qu'avant, j'avais l'impression que ça ne cadrait pas dans le yoga. Donc, j'ai commencé à mettre tout ça ensemble, ce mindset-là, parce que c'est vraiment un mindset que j'ai changé au fil du temps qui m'a fait évoluer. L'idée de Strong Mama, c'était justement cette maman ours-là qui allait venir un petit peu pas au secours, parce que les personnes étaient en détresse, mais qui allait venir supporter, encadrer à la fois la pratique, l'enseignement, mais aussi les profs, les juniors qui entrent là-dedans avec l'idée qu'elles aussi, elles doivent être tout de blanc vêtues dans un legging trop serré. Je me suis dit, on va casser ça tout de suite. Arrivons avec quelque chose qui change. Euh, donc, l'idée de Strong Mama Spirit, elle est née de ce constat-là. Puis, j'ai envie de te dire aussi, dans une histoire très personnelle, elle est née aussi de ma propre évolution à moi. Parce qu'en tant que femme, moi, j'ai 38 ans, j'ai deux beaux enfants. La femme que j'étais à 18 ans quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, puis la femme que je suis aujourd'hui, c'est pas tout à fait le même format, pas tout à fait la même sagesse. J'ai vécu des choses très intenses dans ma vie personnelle. Je suis une survivante de la violence conjugale, moi, puis j'ai traversé toutes ces étapes-là. Aujourd'hui, j'accompagne des gens pour les aider. Je ressentais le besoin de faire justice puis honneur à cette énergie féminine-là qui était forte. L'énergie féminine, pour moi, elle n'est pas juste dans la douceur et la réceptivité. Elle peut aussi être militante puis un peu plus forte. Donc, quand j'ai créé Strong Mama Spirit, j'avais beaucoup, beaucoup de choses en tête. Et c'était l'enjeu et le défi, c'était vraiment de ramener ça dans un mot, une phrase, un titre qui venait assez piquer la curiosité pour avoir le goût d'en parler comme on fait là. Absolument. Écoute, je suis tellement contente d'avoir posé la question parce que ça nous a donné Mm. lieu, je pense, à un beau partage vraiment très, très authentique et qui nous permet donc justement de mieux comprendre un petit peu justement qui tu es, ton approche. Mm. Alors vraiment, très, très intéressant. Et Marie-Pierre, si on prend le temps justement de démystifier un petit peu justement, c'est quoi exactement le yoga, la méditation. Parce que souvent, moi, quand je parle aux gens de pratique, justement, de pleine conscience, de bien-être, Mhm. de tout ce qui nous permet de se recentrer, de reconnexion, ben ça, je vois qu'il y a beaucoup de confusion. Là, les gens disent, ah, mais ça tombe beaucoup Tellement. trop dans la spiritualité. Ou des fois, même, les gens nous disent, est-ce que Mm. c'est de l'ésotérisme? Alors, est-ce qu'on peut justement démystifier le tout et explique-nous donc c'est quoi exactement la méditation, le yoga comme pratique? Merci de poser la question. Parce que, mon juste que ça peut avoir l'air compliqué, puis moi, j'aime pas ça quand c'est compliqué, ça devient élitiste. Le yoga, c'est un outil en passant, un outil parmi bien d'autres, hein. Je vais commencer en te parlant de méditation, puis ensuite, on ira dans le yoga si tu veux bien. La Parfait. méditation, c'est un outil comme bien d'autres pour t'aider à tourner ton regard vers l'intérieur,
Moi, j'enseigne et je suis formée dans les approches des méditations qui sont laïques. Je trouve ça important de te le nommer parce qu'en réalité, dans la méditation, ce que les gens ignorent souvent, c'est qu'il y a différents types d'approches et qu'à travers ces approches-là, il y a parfois des croyances qui sont un petit peu plus fortes, qui sont parfois même à la limite religieuses ou qui peuvent du moins faire référence à certains principes religieux qu'on connaît. Donc, moi, je suis dans la pleine conscience laïque. C'est ce que j'enseigne, c'est ce que je pratique régulièrement. Et la méditation, c'est un outil pour se tourner vers l'intérieur, puis pour venir voir qu'est-ce qui est là. Ouais, la méditation, ça sert à arrêter momentanément ce qui se passe autour de toi pour venir voir qu'est-ce qui se passe en dedans de toi. Donc, en méditation, concrètement, on ne pense pas à rien. On fait tout sauf penser à rien. J'aime expliquer aux gens en leur disant, la méditation, c'est de diriger ton attention sur une seule chose à la fois. C'est bien facile à dire. Concrètement, c'est une autre affaire à faire parce qu'on est habitué de faire 12 000 patentes en même temps. Hein? Toujours un petit peu en survol. Donc, en méditation, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne notre attention d'abord sur le corps, mon enveloppe. Comment je me sens aujourd'hui physiquement? Physiquement, comment je me sens? Ensuite, comment je me sens au niveau mental? Quelles sont les idées, les pensées qui sont là? Qu'est-ce qui tourne un peu en boucle dans ma tête? D'observer qu'est-ce qui est présent sans chercher à changer, emballer, contrôler nos pensées. Un peu comme quand on regarde les nuages qui passent dans le ciel. L'image est forte, c'est qu'éteint un peu, mais je pense que ça parle quand même. Même chose, on va venir descendre encore plus en profondeur au niveau émotif. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Est-ce que je suis impatiente? Est-ce que je suis irritée? Je suis dans la joie? Puis de pas toujours essayer de chercher à mettre des mots, mais de ressentir. De venir vraiment s'arrêter ici. Ensuite, on va souvent aller dans une couche qui est parfois un peu plus à l'arrière, j'aime nommer, dans le sens où cette partie-là de moi qui observe, est-ce que je peux venir l'observer? Quelles sont mes tendances naturelles? Est-ce que je suis en train de m'auto-critiquer pendant que je suis en train d'essayer de me concentrer sur mon mental? De grâce, on se donne une pause, hein, on relativise. Bon. Puis on va aller jusqu'à observer le souffle. Tu remarqueras un point commun à toutes ces étapes-là, je suis en train de me concentrer sur une seule chose. Mon corps, mon mental, mon cœur, mon souffle. Moi, j'aime ça, je dis aux gens, donne une banane à ton singe. Donne une banane à ta tête. Donne-lui quelque chose à faire. Sinon, moi, mon singe, il grimpe des rideaux, il arrache la tapisserie, il fait n'importe quoi. Donc, ce principe-là de se concentrer, ça a été pour moi très révélateur parce que je me suis rapidement rendu compte que ben, j'étais capable de faire une seule chose à la fois. Alors, pendant 14, 12, 13, 14, 15, 20 minutes, d'avoir fait une seule chose, c'est reposant. Parce que d'habitude, j'en fais 38 en même temps. Donc, la méditation, globalement, c'est un peu ça. Bien sûr, il existe de nombreuses approches que je te déclarerai pas aujourd'hui. C'est pas ma spécialité, donc je laisserai aux gens l'idée de faire leur propre recherche. Quand on arrive dans le monde du yoga, ce qu'on voit de plus en plus, ce sont les aspects physiques du yoga. Le yoga contient 8 branches, des disciplines personnelles, des disciplines relationnelles qui sont très étoffées. J'invite les gens qui sont intéressés par la philosophie à toucher à ce bout-là parce qu'il y a des merveilleux principes là-dedans qui sont j'ai envie de te dire, des paradigmes de vie, des hygiènes de vie qu'on peut appliquer. OK? Ensuite, on a les aspects très physiques, les fameuses postures, les asanas de yoga. On pense souvent que c'est juste ça, le yoga, c'est faire des postures. Mais bon, c'est pas juste ça. On a ensuite tous les principes de méditation, de retrait des sens pour tourner son énergie vers soi et se concentrer. On a ensuite tous les bienfaits relatifs à ça au niveau de la concentration. On a ensuite tout ce qui va là, vers graduellement ce qu'on appelle un peu le samadhi, mais pour te le mettre en beau plus clair, peut-être le volet nirvana. Donc, on peut planer là-dedans dans l'univers du yoga. Mais si on revient à ce que tu me posais comme question, Marie-Pierre, c'est quoi vraiment le yoga? Ce qu'on voit de plus en plus, qui est popularisé, ce qui est vendu, ce qui est offert au Québec, c'est du yoga qui est physique. Dans le yoga physique, encore une fois, on peut se perdre. Mais globalement, là, je vais te résumer ça sur un pôle très clair. Les pratiques de yoga, on peut les voir sur un continuum, d'un aspect très doux, très yin, très lent, très vers le sol. On évolue jusqu'à des approches qui sont plus dynamiques, plus physiques, plus intenses, plus yang, qui sont vers le power yoga, l'ashtanga yoga, les yoga vinyasa, les yogas très actifs. Entre les deux, il y a tout un monde, et il y a tout un style de prof, et il y a toutes les sortes d'approches. Au centre de ça, on retrouve des approches de type Hatha Yoga, qui sont, je pense, les plus belles portes d'entrée. Parce qu'en Hatha Yoga, c'est un peu comme le papa de tous les styles. C'est en Hatha Yoga qu'on apprend c'est quoi un guerrier 2? C'est quoi la posture du guerrier 2? Où est-ce que je le place, mon genou? Comment je respire?
quelle est cette façon-là de tourner mon regard vers l'intérieur pour me concentrer? C'est souvent en hatha yoga qu'on prend le temps d'installer ces bases-là. Donc, tu vois un peu toute la forme que ça peut prendre, tous les styles que ça peut prendre. Aujourd'hui, on voit des choses même moi, aujourd'hui, des fois, je vois des offres de studio puis d'environnement, puis je sais pas ce que ça veut dire le style du cours. Je comprends pas. Je vois des yoga yin-yang. Je vois du air yin, du air power yoga, puis là, ça me fait rigoler, parce que je me dis, si moi qui enseigne le yoga depuis 10 ans, je comprends pas, imagine-toi, imagine mon père qui veut s'y mettre, imagine mon voisin qui veut juste essayer de bouger, puis il s'est fait dire par son médecin, ah, essaye le yoga, paraît que c'est bon. Fait que c'est normal d'être confus aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Il faut se renseigner, il faut questionner, il faut pas avoir peur de le faire. Mm. Tout à fait. Et wow, Marie-Pierre, écoute, on sent tellement la passion. Tu en parles, là, puis Mm. on voit là, vraiment que tu l'as dans la peau. Oui. Puis j'aime beaucoup la façon dont tu la portes avec beaucoup de simplicité. Puis je trouve que tu as vraiment une belle façon de vulgariser les choses pour permettre justement de rapidement comprendre ce que c'est. Et si on regarde justement au niveau des entreprises, parce que c'est sûr, quand on veut proposer aux entreprises des méthodes bien-être, donc une structure justement pour le bien-être du personnel, ben la Ouais, question qu'on a souvent, c'est qu'est-ce que ça va nous apporter? Donc, quels sont les complètement. bienfaits concrètement pour nos équipes? Alors, est-ce que tu peux nous parler justement concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter justement comme plus dans un milieu de travail d'intégrer des pratiques comme celles que tu nous présentes? Si je reprends pour être cohérente avec ce que je te dis depuis tout à l'heure, qu'on peut avoir différents yogas, des yogas plus physiques, plus mentales, plus émotifs, puis des choses qui sont plus au niveau du souffle. Le yoga va avoir des bienfaits sur chacune de ces couches-là. Hein. Individuellement sur l'humain, le fait de pratiquer le yoga en entreprise permet d'avoir souvent une meilleure posture, ou du moins d'avoir une meilleure conscience de notre posture et de pouvoir ensuite ajuster celle-ci. Tu dois être comme moi quand je travaille à l'ordinateur, rapidement, j'ai l'air un peu de ça après 12 minutes. Puis là, il y a une certaine... Ouf, ma prof de yoga me redresse. Donc, au niveau postural, physique, on sait que le yoga a des bienfaits majeurs. Au-delà de juste s'arrêter à dire ça fait du bien pour ton corps physique, je dis ça, je dis rien, mais les muscles de notre respiration, notre diaphragme, ainsi que l'essentiel de nos organes vitaux se situe dans le tronc près du souffle. Donc, si j'ai une bonne posture physique et que ma respiration est optimale, j'ai aussi un fonctionnement optimal de mon propre corps et de tous les systèmes qui le constituent. Juste ça, moi, je trouve que c'est quand même pas pire comme valeur ajoutée. Ensuite, si on va au niveau plus mental, c'est démontré, la science l'a démontré, puis il y a aussi tout le volet méditation. Le yoga peut nous aider justement à améliorer notre concentration parce qu'on développe et on pratique dans l'action, dans le mouvement, le fait de se concentrer sur une seule chose. Ça nous aide à être un petit peu plus focus. Le reste autour de nous continue de bouger, hein? Le monde autour de nous continue d'être sur le gros nerf, d'être stressé, mais on est capable de trouver une certaine forme de calme à travers ce stress-là. Alors, quand on entend des fois les gens dire le yoga améliore la clarté mentale, c'est souvent à ça qu'on fait référence. C'est cette capacité-là à garder le focus même si ça continue de bouger. Mentalement, il faut garder en tête également que dans le yoga, il y a plusieurs accompagnements, plusieurs types de pratiques, plusieurs thématiques qui vont permettre aux gens d'aller chercher des prises de conscience sur parfois même des choses qui sont très psychologiques, très profondes, hein. Je pense au niveau du pardon, je pense au niveau des deuils, je pense au niveau justement d'une meilleure gestion de tout ce qui se passe dans nos processus mentaux, d'être capable de se voir aller, d'observer qu'est-ce qu'on se raconte dans notre tête. Le yoga va nous aider à prendre conscience de ce qui est là dans notre tête. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits. Puis en milieu de travail, bien souvent, les gens ont la tête pleine. Ils ont la tête pleine tout le temps. Hmm. Fait qu'on vient juste arrêter 12 minutes, 20 minutes, 1 heure, dépendamment du temps que les gens ont, pour venir faire une pratique qui va mettre sur pause momentanément tout le reste. On donne une banane au singe, puis il reposer le singe après ça. Donc, on le voit sur l'effet énergisant. Parce qu'en entreprise, on ne va pas chercher des pratiques de yoga, sauf sous toute réserve, à moins que ce soit nécessaire. Moi, je suggère jamais des yogas qui sont très, très doux en dormant. Je veux dire, je suis propriétaire d'une entreprise aussi, je veux que mes employés soient performants, je veux que mes employés soient concentrés, je veux qu'ils soient là. Donc, on va proposer des pratiques qui sont énergisantes, stimulantes, supportantes. Alors, on va venir justement, peu importe ce que ces gens-là ont à faire, encadrer un peu l'exercice de tout ça. Quand je regarde aussi au niveau émotif, le yoga nous donne un espace pour apprivoiser puis gérer beaucoup de choses.
on le sait, il y a beaucoup d'émotions qui se logent dans le corps, hein. J'entends ça souvent, Marie-Pierre. Des fois, les gens, c'est là qui me disent, wow, là, tu vas trop dans l'ésotérisme. Peut-être que pour certains, ce sont des croyances. Dans ce temps-là, j'en parle pas. Et quand je vois qu'il y a de l'ouverture, je pense que c'est important de nommer que le corps imprime beaucoup de choses qui ne sont pas exprimées, qui n'est pas exprimé. Beaucoup de tension. Prenons l'exemple d'une personne qui a l'habitude de se taire, de prendre une charge de travail, qui vit du stress au quotidien. J'en rencontre régulièrement. Ces gens-là ont souvent la zone du cou, des épaules pris dans un carcan. Alors, de générer du mouvement, d'aller créer de l'espace, alors que d'habitude, on ne s'autorise pas à ça, ça peut faire émerger de nombreuses émotions, de nombreux ressentis, ou tout court, juste venir soulager ces canaux-là qui sont intéressants. Fait qu'on est dans des choses qui sont un petit peu plus profondes, mais au niveau émotif, je pense que c'est un espace sécuritaire et sain pour venir voir à quoi ça ressemble, à quoi ça goûte les émotions quand je les vis dans mon corps. Puis bien sûr, ben, les bienfaits au niveau de la respiration aussi. J'apprends et je prends conscience d'un meilleur processus de respiration, que je développe des bonnes pratiques, qu'on m'outille. Parce qu'on ne respire pas pareil tout le temps. On a des dominances dans notre respiration au fur et à mesure de la journée. Beaucoup de choses en respiration. Mais si on en prend conscience, la prochaine fois que j'ai un meeting ou une rencontre avec mon gros boss qui me stresse, au lieu de me mettre à activer ma respiration puis de me craquer, si tu me permets l'expression, je vais peut-être prendre un moment à part avant pour ralentir volontairement ma respiration, laisser mon souffle se cadrer, s'équilibrer avant d'entreprendre ensuite cette discussion-là. Alors, on peut apprendre des choses dans les classes de yoga en entreprise, encore une fois, qui vont sortir grandement du 45 minutes, 1 heure de la séance. Encore faut-il que cet espace-là, je pense que c'est important de le nommer ensemble, soit vraiment dans l'ouverture et dans le respect. Ça, je pense que c'est important de le nommer. Moi, d'entrée de jeu, en entreprise, je le dis, on a tous des niveaux différents, on a tous des croyances différentes, des idées différentes. Ici, on n'est pas là pour voir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bon, on est pour se juger, on est là pour expérimenter, puis s'offrir l'opportunité d'essayer quelque chose. Ça se peut que ce soit un wow, ça se peut que ce soit pas un wow, c'est pas grave. L'objectif, c'est pas que ce soit un wow. L'objectif, c'est de s'arrêter aujourd'hui puis d'essayer quelque chose, puis d'être ouvert à ça. Il y a beaucoup de bienfaits. Puis là, je te parle de ce que moi j'observe, mais au fur et à mesure des sessions, des années, je sonde l'appréciation et les remarques positives ou constructives de mes clients. Ils me sortent des affaires, des fois, je me dis, mon Dieu, j'aurais pas pensé que ça nous aurait fait du bien pour ça. Fait que je pense que c'est très aussi individuel à la personne. Qu'est-ce qu'elle vient chercher dans ce cours-là? Ça peut générer des bienfaits que même nous, là, dans nos discussions, on n'aimerait pas, là. Mm. Absolument. Puis c'est impressionnant de voir à quel point justement les bienfaits, c'est extrêmement large, hein, la palette des bienfaits Mhm. qu'on peut apporter aux gens. Et en parlant des bienfaits, ben ça m'amène justement à te poser une question. Aujourd'hui, en 2026, selon toi, est-ce que tu penses que les besoins des gens en entreprise, ça varie beaucoup d'une entreprise à l'autre ou est-ce qu'il y a des constats qui émergent? Qu'est-ce que les gens vivent en 2026 dans les entreprises? C'est une très bonne question. Puis je pense que aujourd'hui, 2026, tout court, surtout avec tout ce qui s'est passé avec l'arrivée de tous les risques psychosociaux, maintenant les lois qui encadrent tout ça, on peut plus ne pas se poser la question. Déjà, on va regarder la vérité en face, puis je pense qu'il y a une responsabilité de l'employeur de s'arrêter puis de se demander qu'est-ce que je fais pour le bien-être de mon équipe. Point. Déjà, ça, c'est une chose. Alors aujourd'hui, en 2026, je remarque une plus grande ouverture à des offres intégrées. Ce que je voyais pas il y a quelques années. Les gens me disaient, non, je viens avec un cours de yoga, Marie-Pierre. OK, parfait, mais ton équipe sont stressés chroniques. Puis ce stress-là, il est accumulé de 8 mois de performance et de présentéisme qui est très, 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 très intense. Penses-tu vraiment qu'une séance de yoga va avoir un effet sur tout ça? Oui, mais c'est ça mon budget. OK, mais là, finalement, on parle pas de la même chose. Aujourd'hui, je trouve que les entreprises ont une vision plus ouverte, plus globale et souhaitent être davantage stratégiques. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent augmenter le retour sur investissement? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent avoir un impact plus durable? Est-ce que c'est parce qu'ils voient ça maintenant, le bien-être, comme un ajout à la culture d'entreprise et non juste comme un nice to have, excuse-moi l'anglicisme? Euh, je me pose ces questions-là, mais je remarque que de plus en plus, le constat est qu'il y a de l'ouverture et de l'intérêt. Les gens me demandent de plus en plus, Marie-Pierre, qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que tu comprends de notre réalité? Et moi, maintenant, ben, au départ, autant que je demandais, ben, c'est quand vous voulez un cours de yoga, ça va être quoi les objectifs de votre cours, puis est-ce que les gens ont déjà pratiqué le yoga? Maintenant, mon anamnèse, elle touche vraiment à des volets qui sont plus grands.
quels sont justement vos objectifs mieux-être à l'interne? Qu'est-ce que vous avez fait par le passé qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui est ressorti de ces constats-là au niveau des participants? Je vais chercher une palette plus grande parce qu'en réalité, si on veut avoir un impact plus grand, ben, il faut pas juste faire des actes isolés. Il faut être un petit peu plus global, arriver avec des choses qui font plus de sens et qui sont plus étoffées à différents paliers. Oui, une séance de yoga pourrait être facilitante, aidante, consolidante pour l'équipe une fois par mois, et peut-être que d'ajouter des pauses régulières auxquelles on donne accès à nos employés à tous les jours, à leur rythme, à eux. Oh, là, on vient renforcer encore plus cette idée-là de prendre une pause en pleine conscience, de favoriser aussi de prendre du temps pour soi, de se faire du bien, puis on donne un outil concret applicable maintenant. Si on discute avec les équipes de travail, puis on voit qu'ils ont l'objectif également d'en faire des semaines thématiques, on en profite pour voir justement c'est quoi vos besoins. Est-ce que c'est au niveau de la respiration? Voulez-vous qu'on parle de pleine conscience? Voulez-vous qu'on parle de gestion du stress de façon générale parce que ça revient, puis le monde n'a pas de mots, n'a pas de vocabulaire pour parler avec leur gestionnaire de la pression et du stress qu'ils vivent. À ce moment-là, on intègre plus des ateliers, des types conférences. Puis tout ça, ben, ça peut aller vers une vision très macro jusqu'à une vision très micro. Ça dépend, j'ai envie de te dire aussi, Alain, du niveau de conscience du gestionnaire avec qui je parle. Si lui-même a fait ce travail-là, d'être vers l'intérieur et vers l'extérieur, j'ai moins besoin de m'expliquer puis de convaincre. Les gens l'ont vécu, ils le ressentent et ils souhaitent que ça se transmette aux autres. Parce que quand on se sent comme ça, on veut juste le partager. Je veux dire, on ne garde pas ça pour soi. En tout cas, j'ai envie de croire que l'humain veut partager. Mm. Oui, c'est Pour revenir sur ça. ta question, c'est ce Oui. constat-là, il est différent en fonction des entreprises. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, qui n'existait pas, je trouve, il y a plusieurs années. Maintenant, les gens, je te l'ai dit, veulent une approche globale, veulent une offre globale. Et c'est là que nous, on arrive avec des choses qui sont différentes. Et jamais, il y a 10 ans, j'aurais cru qu'on aurait pu proposer des choses comme ce qu'on propose aujourd'hui. Ça a évolué. Oui, absolument. Puis ce que je trouve vraiment intéressant aussi dans ce que tu apportes, c'est que dans le fond, toi, tu prends vraiment le temps d'aller voir les besoins de l'entreprise et d'adapter Mhm. donc en fonction de ces besoins-là. Tu n'arrives pas juste avec un modèle et dire, ben nous, ce qu'on propose, c'est ça. Puis si ça fonctionne pas, Exactement. ben ça marche pas. Donc, on prend le temps vraiment de regarder avec chaque endroit pour voir comment est-ce qu'on peut bâtir justement quelque chose qui va vraiment aller en fonction justement des besoins de cette entreprise-là. Et si une Tout à fois donc fait. une entreprise te dit oui, nous, là, on a bien compris donc ce que ça peut nous apporter. On veut donc avoir vos services et faire des séances comme ça. Comment ça se passe concrètement? Une séance en entreprise. Est-ce qu'on adapte aussi en fonction du nombre d'employés? Est-ce que selon la structure, on peut varier dans le temps aussi des séances? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Déjà, il faut comprendre que nous, Strong Mama Spirit, on est une agence reconnue par la CNESST. On est la première agence, en fait, dans ce domaine-là au Québec. Donc, Bravo. moi, merci beaucoup. J'engage des professionnels qualifiés, compétents, certifiés, assurés. Ça, pour moi, c'est une Moses de base. On travaille avec des professionnels, on va être professionnels du début à la fin. Donc, dans mon équipe, j'ai bien sûr des enseignants, pardon, de yoga de méditation, mais j'ai des infirmières cliniciennes, j'ai des kinésiologues, dans mon équipe, j'ai accès aussi à des gens qui sont plus du domaine de la nutrition. Puis j'ai des fois des gens qui sont un peu plus hurluberlus, comme j'aime les appeler, qui sont des touches à tout, puis qui sont là des fois pour venir brasser puis déranger avec des croyances un peu plus novatrices. OK? Donc, comment ça marche concrètement? Une fois que moi j'ai fait cette anamnèse-là, cette prise de contact-là avec mon client, j'ai compris justement sa réalité budgétaire, l'opérationnel, la logistique concrète, là, parce qu'il va falloir être là cette journée-là, ou le préenregistrer la vidéo, ou la créer, justement, cette conférence-là en ligne avec les 14 sites de cette entreprise-là. Hein. Il y a une logistique à gérer. Une fois que j'ai pris ces informations-là, moi, je vais aller développer vraiment le programme sur mesure. Donc, je m'assois avec ma gestionnaire de projet et je m'assois aussi avec la panoplie de mes professionnels. Et puis là, je vais aller monter le programme. Qu'est-ce que je peux te proposer? Les autres, ils me parlent d'alimentation, ils me parlent de récupération puis de sommeil, ils me parlent de mise en forme, ils me parlent pas de méditation. Ils ne parlent pas de yoga. Je peux les envoyer un professeur de yoga pour expérimenter le mouvement sous la forme du yoga, mais je ne vais pas m'enfermer uniquement dans le volet yoga. Même chose si c'est il y a différentes approches. Donc, moi, je m'assure de reculer, d'aller chercher au niveau de mon équipe les différents professionnels, les différents intervenants qui vont prendre partie prenante, en fait, dans cette
programme-là qu'on va monter sur mesure. Puis je le présente à mon client, je ne l'impose pas. Voici à la lecture de ce que j'ai eu comme information avec vous, ce que je te propose. Voici, puis je vais aller le décliner. Je me suis décliner en deux offres souvent. Une offre qui est un peu plus rapide, implantable rapidement, puis une offre qui va être, oui, implantable aussi rapidement, mais où on va aller chercher un petit peu de data. On va se produire un rapport, on va établir ensemble des KPI. Clairement, il y a des affaires que tu veux mesurer puis implanter. Il y a une certaine raison. Es-tu capable d'aller extraire du data de ça pour que ça te serve dans ta planification stratégique puis que ça ne devienne pas un événement isolé? Donc, moi, j'aime proposer à différents niveaux de conscience aux entreprises avec qui je parle des niveaux d'intervention qui sont plus ponctuels, plus durables, mais à portée un petit peu plus simple, et des choses qui sont un petit peu plus grandes, qui vont impliquer plus de gestion puis de coordination entre nous. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est clé en main pour mon client. Ensuite, ben, on est rendu à livrer. Des fois, c'est Marie-Pierre qui va, souvent, c'est moi qui va donner les premiers échanges, différents membres de l'équipe. Et ben, à travers toute la portée de tout ça, ben, on évalue avec les gestionnaires, les gens qui sont placés responsables de ces programmes-là ensemble. Qu'est-ce qu'on ajuste? Parce que ben, moi, je pense qu'il faut se parler, hein. Fait que moi, commentaire constructif, positif, critique. Si on se parle pas, je prends pour acquis que ce qu'on fait, c'est fabuleux et merveilleux. Donc, parle-moi. Dis-moi qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on ajuste. Puis ben, on s'adapte, on se donne le droit de moduler un peu en fonction des besoins qui vont de toute façon évoluer. La seule constante, c'est le changement. On se donne le droit d'évoluer. On s'enferme pas dans une formule tout cru de ça va être 3 séances de yoga, puis on va faire telle posture 3 fois parce que c'est bien important. J'ai lu dans un livre que c'était bon pour le stress. On n'est pas là-dedans, pas pantoute. Ouais. Ah ben j'aime ça parce que c'est sûr à la capacité d'adaptation, on le sait à quel point donc elle est vraiment importante, surtout justement quand on parle aux entreprises. Et dis-moi Marie-Pierre, est-ce que pour les gens justement qui vont participer à ces séances-là, est-ce qu'il y a une base qui est requise ou quelqu'un qui dit moi là, j'ai jamais fait ça, c'est la première fois, je suis gêné. Est-ce que donc c'est adapté vraiment pour tout le monde? Oui, c'est adapté pour tout le monde. Puis c'est là, justement, moi, dans mon processus de recrutement, que je m'assure d'aller chercher des professionnels qui ont le niveau de compétence et le niveau de formation qui leur permet d'enseigner à tout niveau. Parce que quand tu commences à enseigner le yoga, tu as une formation de 200 heures. En passant, c'est une formation seulement de base de 200 heures qui permet aux gens d'enseigner le yoga. Euh, T'es pas formé pour parler avec Claude qui a une blessure à l'épaule, Jacques qui a eu un hernie, qui vient d'avoir une chirurgie, Thérèse qui ça fait 3 fois qu'elle se fait opérer au dos parce qu'elle a un hernie discale. Ça, tu l'apprends sur le terrain avec l'expérience et avec les formations plus étoffées. Donc, moi, je m'assure d'aller chercher des professionnels qui vont être capables d'adapter au niveau, mais également qui vont être capables de proposer. Parce que si moi j'enseigne une classe avec 20 professionnels dans un groupe financier, prenons cet exemple-là. J'en ai qui vont être très en forme, j'en ai qui sont pas en forme pantoute, comme encore mon exemple de tout à l'heure, mais il y a tout un monde entre les deux. Donc lorsque je vais démontrer, enseigner une posture de yoga, si je prends cet exemple-là très concret, ben, je vais montrer une première variante, puis une deuxième. Puis si ça va bien, une troisième. Si ça va bien, une quatrième. Il faut se donner le droit de faire ça me tente plus, je reviens à la version 2. Puis ça, il faut le nommer et le normaliser. C'est là que moi, j'utilise beaucoup avec mes professeurs des approches d'adaptation et je reste dans les approches qui sont plus laïques, où les gens se sentent à l'aise de poser une question, de lever la main puis de dire alors Pierre, c'est normal, ça me tire d'en fesse. Eh oui, c'est normal, ça me tire d'en fesse. C'est un humain normal. Ben, pas pantoute, c'est parce que tu le fais mal. On en rit un bon coup. Viens, on va reconstruire la posture ensemble. J'aime ça pouvoir offrir des alternatives parce que parfois on pense qu'on n'est pas capable puis on est capable. Puis d'autres fois, on pense qu'on est capable, mais on se rend pas compte que on fait beaucoup trop d'efforts, là. On est juste en train de faire du yoga, là. Ouh! On ne règle pas des états financiers, on ne signe pas des deals à 3 millions, là. Relax. Fait que, tu sais, il faut s'offrir la possibilité avec les professionnels de montrer aussi aux gens ce qu'on enseigne. Faut pas juste le dire, hein. Faut le montrer puis faut le donner comme exemple. Fait que les gens, des fois, prennent des cours débutants. Des fois, ce sont des séances de 30-45 minutes qui vont nous être demandées justement pour initier les gens, voir leur intérêt, sonder l'appréciation. Puis ensuite, on va vers des séances plus longues. D'habitude, en entreprise, ce qu'on voit beaucoup, c'est du 45 minutes, 1 heure. Ça m'est arrivé de voir des séances plus longues. Cette semaine, avec un organisme communautaire, on prend 2 heures. 1h15, en fait, 1 heure de yoga, 15 minutes de méditation, puis ils nous ont demandé un 45 minutes pour tenir l'espace. On peut juste rester avec vous autres, c'est reposant avec les filles de Strong Mama Spirit? Ben oui, voulez-vous qu'on fasse quoi? On va vous servir du thé, on est là. Vous avez le goût de jaser, on jase. Vous avez le goût qu'on se taise, on est bonne aussi.
Ça m'a surpris, mais les gens sont rendus à l'aise de nommer leurs besoins un petit peu plus. Alors la formule, elle s'adapte, encore une fois. Hmm. Ah, c'est une approche vraiment que je trouve vraiment intéressante. Écoute, tu m'en parles, puis je pense que tu vas donner le goût à Un goût, plusieurs hein? personnes Bravo! de faire du yoga, de la méditation. Écoute, tu nous fais rentrer vraiment dans ton énergie, dans ton univers. Puis ça, ben, je trouve ça Hmm. vraiment fantastique. Et si justement, on a une entreprise qui dit, ben, écoute, nous, on voit vraiment la pertinence de faire ça, mais pas juste une fois dans l'année, là. On a vraiment envie d'avoir Mhm. une récurrence. On voudrait vraiment faire ça sur une base régulière. Après quelques semaines, après quelques mois, justement, de pratique, qu'est-ce qu'on Mhm. peut s'attendre de voir justement comme changement au niveau de l'énergie d'entreprise? C'est quoi souvent les choses qu'on va remarquer, là, qui nous sautent aux yeux après quelques mois justement d'intégration de ces pratiques-là? Ce qui me saute aux yeux, c'est qu'au début, souvent, les groupes sont un peu hétérogènes. Personne ne se parle, tout le monde arrive un peu dans sa bulle, comme s'il l'avait mis à l'agenda puis c'est obligatoire. Puis à un moment donné, tu vois les gens arriver, ils sont dans une énergie complètement différente, ils sont contents de se retrouver. C'est plus un to-do list de plus, c'est plus une chose de plus dans la liste, c'est un moment pour venir déposer la liste puis se recentrer sur eux. Et ça, je trouve ça riche quand même si ça peut paraître très spécial, là. Moi, c'est le game changer, c'est l'énergie des gens. Avec quelle énergie ils entrent dans la pièce. Je le dis, c'est assez drastique. Ce que je remarque aussi beaucoup qui commence à s'installer, c'est le fait que les gens vont nous dire euh, je me sens globalement plus égale dans mon énergie. J'ai moins de j'ai de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, puis là, oh, ça crache dans la journée. J'arrive à trouver une énergie qui est plus globale, quelque chose qui me supporte dans toute mon activité. Les gens vont aussi souvent me dire, Marie-Pierre, je me surprends à reproduire ce qu'on a fait dans la classe à la maison, quand j'attends dans l'auto, quand je suis avec les enfants, quand je suis en préparation d'une réunion. Fait que là, tu vois que les gens ont intégré un petit ingrédient que le prof a enseigné dans leur quotidien. Puis ça, ils vont nous le nommer clairement. Là. Tu sais, ils vont nous dire, Marie-Pierre, maintenant, avant de commencer ma rencontre avec les boss, on s'assoit tous en cercle, on prend le temps de se regarder, on prend 3 grandes respirations. Avant, on commençait, bing bang, let's go, prends tes notes, ah ouais, part le PowerPoint. Hey, c'est hot, ça, là, parce que la portée de ça, Alain, je pense qu'on ne pourra jamais vraiment la mesurer. Qu'est-ce que ça changerait vraiment si demain matin, là, toutes les entreprises du Québec prenaient 3 grandes respirations avant de commencer chacune de leurs réunions? On ne pourra jamais mesurer ça. Mais dans l'expérience des gens qui y vivent ces réunions-là, c'est un game changer pour bien des personnes. Au lieu d'être en réaction puis tout le temps être sur le nerf, ben, ça donne une zone tampon, un espace pour prendre conscience. Puis après ça, peut-être être en action et non en réaction. Tu sais. Ça, je trouve que c'est le bout que les gens nomment sous toutes sortes de formes différentes. Puis bien sûr, ben, globalement, les gens vont nous le dire qu'ils ont retrouvé l'envie de bouger, retrouvé l'envie de s'intéresser à leur corps, au lieu de se critiquer en étant, ben moi, je suis active ou je suis inactif. Hein? C'est comme un ou l'autre, hein? Comme si l'entre-deux n'existait pas. Les gens se réapproprient leur activité physique, commencent à faire des clubs de marche sur l'heure du midi, commencent à se rassembler ensemble pour aller jouer au hockey le vendredi avec la gang du bureau. Tu vois cette cohésion d'équipe-là qui a lieu dans le mouvement et non dans la performance. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est difficile à mesurer. Quel impact ça va avoir? On ne le saura pas, ça. Mais les gens qui le vivent, eux, ils goûtent à tous les jours. Ça, je trouve ça très plaisant d'avoir ce retour-là. Mm. Mais c'est vrai, justement, ce que tu dis, c'est difficile de le mesurer, mais en même temps, on est quand Mhm. même capable de l'observer. Parce que veux pas, Bien quand sûr. tu regardes d'en haut l'entreprise, puis tu vois ce qui se passe, ben, on voit l'effet que ça a. Oui, tu sais, ça va avoir un effet sur chaque personne individuellement, mais veux pas, ça se transmet après ça dans l'énergie de Tu l'équipe, as complètement dans les raison. relations de Ben oui. travail, tu sais, parce qu'on est, Ouais. oui, on est dans le bien-être, mais en même temps, on est dans une belle ouverture aussi côté justement social, puis ça, ben, je pense que Ouais. ça peut avoir un impact qui est vraiment extraordinaire. Et on en parlait Mhm. justement au tout début avant qu'on commence l'enregistrement, Marie-Pierre. Donc, de l'évolution du bien-être dans les entreprises, c'est une réalité. On le voit. Il y a vraiment une belle évolution. Puis c'est tellement positif justement de pouvoir observer ça. Selon toi, qu'est-ce qui fait que depuis quelques années, on s'intéresse vraiment davantage au bien-être des équipes. Est-ce que tu penses que c'est une évolution des mentalités ou est-ce qu'il y a eu des facteurs vraiment déclencheurs? Des fois, je sais qu'il y a des gens qui nous disent que ce qui s'est passé en 2020, ça a possiblement eu un impact positif à long terme, justement sur le... Assurément. Selon toi, c'est relié à quoi? Est-ce que tu as des facteurs que tu peux nous identifier qui ont eu un impact Je justement sur cette belle évolution-là?
Je pense assurément que cette période d'isolement-là obligé qu'on a vécu aura été révélateur pour bien des gens, là. Ça, je pense que globalement, ça a changé le monde, entre toi et moi. En tout cas, moi, ça a changé le mien. Je suis pas sûre que je suis pas toute seule. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs qui influencent ça. Par contre, je pense qu'on a de plus en plus une vision globale. Les ressources humaines sont plus présentes que jamais, plus stratégiques que jamais, plus actifs que jamais et ont un rôle clé dans les entreprises. Et ils touchent plus à juste le volet employeur-employé. Ils sont rendus à toucher à la culture organisationnelle, au développement des compétences, à cette fameuse marque employeur. Ils sont rendus impliqués dans tout ça. Et je pense que à chacune de ces étapes-là, peu importe que tu regardes la productivité de tes employés, peu importe que tu regardes des KPI de performance, peu importe que tu regardes du rendement ou que tu regardes des chiffres, d'une façon ou d'une autre, tu vas travailler avec un humain. Et un humain, ça a besoin d'être bien, ça a besoin d'un sentiment d'appartenance, ça a besoin de faire du sens dans son travail. Si tu déjà, tout ça, ça nous ramène au monde du bien-être d'une façon ou d'une autre, à des niveaux de priorité différents. Je pense que c'est comme un constat qui commence à s'installer. Le bien-être, c'est pas juste pour les grands dirigeants. C'est pas juste quand tu vas jouer au golf une fois par année parce que tu as un gros client signé. Bien-être, il faut que tu le voies dans le quotidien. Et ça, c'est en partie une responsabilité de l'employeur, maintenant, avec la loi, de s'assurer, de le mesurer. Après, moi, je pense également que ces mouvements-là, puis ces évolutions-là font aussi tourner la vapeur dans l'autre sens parce que l'employé a également une responsabilité et un courage dont il doit faire preuve de nommer son confort comme son inconfort, de faire part de ses besoins à sa gestionnaire ou son gestionnaire. Et ça, il y a de plus en plus d'ouverture, ou du moins on essaie de créer des espaces d'ouverture. Je pense que c'est comme une rencontre de ces deux mondes-là, hein, l'individu, l'employé qui est dans les opérations quotidiennes, et cette vision-là encore macro des gestionnaires, des employeurs, des gens qui veulent développer les entreprises qui se disent, ben, je pourrais pas le faire si ma gang ne suit pas. Fait que je pense que c'est des conversations qui sont plus fréquentes que jamais. Quand j'ai commencé à travailler à 16-17 ans, jamais mon boss me demandait comment ça va, comment tu te sens aujourd'hui. Maintenant, c'est quotidien. Et pourtant, je travaille pour une multinationale qui est à travers le monde et on s'intéresse à ça vraiment. Avant, on laissait la vie privée complètement de côté au travail. De plus en plus, on laisse place un peu à la vie privée, mais pas dans le factuel de qu'est-ce que tu as fait pour souper puis qu'est-ce que tu vas faire demain, mais le comment tu te sens aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'un employé qui se sent bien, qui se sent à sa place, va performer, va amener des idées nouvelles, va aller plus loin que ce qu'on lui demande. Alors, au lieu de s'intéresser à ce qu'on va lui demander, ben, on essaie de s'intéresser à notre employé. Puis ça, je pense que c'est intéressant ce que les gens développent de plus en plus. Je pense que les ressources humaines, pour revenir à une partie de ma réponse, là, ont un gros, grand, grand rôle à jouer. Vraiment, là-dedans. C'est beau à voir, en tout cas. Oui, c'est très, très beau, effectivement. Puis c'est vraiment touchant, justement, de voir cette belle évolution-là. Puis je pense que de plus en plus, on prend conscience aussi, hein, que investir dans le bien-être, ben c'est justement ça, c'est un Mm. investissement. Hein, c'est pas une dépense, c'est pas une activité momentanée pour laquelle, oh mon Dieu, ça va nous coûter Non, non, Ouais, c'est un investissement, puis on en voit vraiment des retombées. Et puis c'est vraiment bien de voir justement cette belle évolution-là au niveau des tout à mentalités. fait. Et ça, aujourd'hui, Marie-Pierre, on a une entreprise qui dit, ben écoute, là, avec tout ce qu'on vient d'entendre, là, ça nous fait réaliser qu'on devrait justement mettre plus de choses en place, mais on ne sait pas trop par où commencer. Hein, on l'entend encore des fois, les gens dire, ben, je pense que c'est ça qui nous bloque un petit Oui. peu. On ne sait pas vers quoi se lancer, on ne sait pas on commence comment. Fait que c'est quoi la première étape? Quel conseil tu pourrais donner à une entreprise aujourd'hui qui veut mettre une structure bien-être en place, mais que ne sait pas exactement quel chemin prendre pour débuter? La première étape, je pense, c'est déjà de prendre conscience que tu as besoin d'aide. Si tu te sens habile, capable de le faire tout seul, de le sonder, forme un comité à l'interne, puis vas-y à tâtons, amuse-toi, dans le respect, bien sûr, des normes, puis toutes les procédures, puis les politiques qu'on doit faire. Et si tu le sais pas, puis tu es vraiment perdu, ben demande de l'aide. Il y a des consultants spécialisés qui sont encadrés par la CNSST, hein, ça peut être ça. Mais je pense qu'il faut se mettre à magasiner, à comparer, puis à questionner. Il y en a de plus en plus des gens qui ont des solutions à mieux-être. Parfois, c'est vraiment au niveau des dirigeants, parfois c'est au niveau des employés, parfois c'est plus global avec ce qu'on me propose, par exemple, comme Strong Mama Spirit. Pour ça, faut que tu poses des questions, faut que tu magasines. Faut que tu partes du principe que
ben c'est pas avec une seule personne que tu vas avoir toutes les réponses. Puis je crois que les gens en entreprise ont peut-être pas réalisé à quel point maintenant ils peuvent soumissionner. Je sais pas si tu savais, Alain, ça n'existe pas des appels d'offres dans le domaine du mieux-être, hein? Pourquoi qu'il n'y a pas ça, un appel d'offres? Pose ta question, ouvre ton besoin. Déjà, ça va t'obliger à nommer ton besoin. Comme entreprise, ça va être un peu utile, ils vont te le demander, le fournisseur de services en dessous. Hein? Pose-toi la question un peu de ce qu'il y en est par rapport à ça. Et ensuite, fais un appel d'offres, questionne, demande, challenge et va trouver le bon fit. Parce que dans le concret, moi, certaines entreprises avec qui je me rends compte qu'on n'a plus le bon fit. On l'a pas. Ça marche pas. Je vais référer à ce moment-là vers une autre ressource, vers d'autres personnes lorsque je peux le faire de toute évidence. Parce que ça, c'est d'être professionnel jusqu'au bout de nos doigts. Quand ça marche pas, quand on n'a pas le bon fit, ben on le fait pas. Hein? On appelle ça qualifier ses clients. Je pense que toi aussi, tu dois le faire en développement des affaires. C'est un principe de vente de base. Ça existe aussi dans le milieu du mieux-être. Un professeur de yoga qui te tape ses nerfs parce qu'il parle avec une petite voix trop douce puis que sa musique ne fit pas avec ton ambiance. Ah, ça va être long, la session de yoga en entreprise, là. Ça va être plate longtemps, là. Hein? Mais c'est le même principe. Je pense qu'il faut que les gens lèvent la main, posent des questions et demandent de l'aide. Puis ils vont voir aussi avec ça le niveau de professionnalisme et les méthodes de travail. Moi, si tu venais me voir il y a 10 ans pour me demander un programme bien-être, j'aurais été à tâtons, tu l'aurais vu, tu l'aurais senti. Peut-être que c'est pas ça que tu voulais, mais tu l'aurais su. Ben, il y a différents professionnels dans le milieu du mieux-être. Tu as des gens qui sont un peu hurluberlus, tu as des gens qui planent, malheureusement, que ça vient parfois impacter sur la crédibilité de ce qu'on fait concrètement pour des professionnels comme nous. Faut les voir, ces gens-là. Pour ça, il faut que tu aies une vision large, que tu poses des questions. Il faut que tu challenges. Quel impact ça va avoir? Tu me l'as demandé, toi, aujourd'hui, Marie-Pierre, quel impact ça peut avoir en entreprise? Mais il faut le demander, ça. Parce que si le professionnel devant toi, il dit, ben, je sais pas, ben, il ne saura pas plus dans 6 mois, là. Hein? Fait qu'il faut nommer, il faut soumissionner, appeler à soumissionner. Puis à ce moment-là, ben, on a des propositions différentes. Puis après ça, on peut revenir avec nos équipes de travail ou avec nos comités de sélection ou avec nos comités à l'interne, puis les dirigeants qui sont décisionnaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voici l'offre qui nous est proposée. Et puis là, on arrive avec de quoi qui fait du sens. Et les gens doivent poser les questions. Et pour ça, ben, c'est ça. Ça implique déjà de savoir qu'est-ce qu'on a besoin. Hmm. En partie. Absolument, absolument. Puis les ressources, de toute façon, sont tellement maintenant nombreuses. Hein. Je pense qu'on a Tout à une fait. accessibilité à tellement de choses. Puis c'est intéressant, justement, même quand tu disais, si on sent que le fit est pas là, ben on peut référer justement vers quelqu'un d'autre, vers Oui. une autre ressource. Et en même temps, ben ça, c'est une chose, justement, moi, que j'observe de mon côté. Je sais pas si tu le vois aussi, mais on voit qu'il y a justement un esprit de collaboration qui est de plus en plus important aussi entre les Ouais. intervenants bien-être, parce que je pense qu'on veut tous travailler dans le même but, c'est-à-dire Exact. apporter la meilleure, justement, la meilleure offre pour cette entreprise-là. Fait que les gens travaillent Bien de sûr. plus en plus ensemble. Puis ça, c'est vraiment fantastique. Et Marie-Pierre, on arrive déjà à la fin de cet échange qui était Oui. tellement intéressant. Pour terminer, j'aurais envie de te demander, qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui vont écouter justement cette entrevue-là aujourd'hui retiennent? S'il y avait juste une chose à retenir, t'aimerais que ce soit quoi? Tu voudrais qu'ils repartent avec Je- quoi? J'aimerais que les gens repartent avec l'idée que le bien-être, ça doit être personnalisé à leurs objectifs, à leur entreprise, aux humains de leur équipe. Alors, pour être personnalisé, ben, ça prend des gens qui ont plusieurs ressources. Le yoga, ça en est un. La méditation, c'est une ressource, c'est un outil, mais il y en a d'autres. Les offres intégrées, les offres globales sont ce que je pense, c'est ce qui va être la plus grande valeur ajoutée, c'est l'avenir de ces programmes bien-être-là. Des valeurs intégrées, des programmes intégrés, plus durables que juste un cours de yoga une fois. C'est cool, là, mais on pense plus grand, on pense plus fort. Mm. Absolument, je pense vraiment la même chose que toi. Mère-Pierre, ça a été vraiment une belle conversation. Je trouve que tu nous as Pareillement. démystifié. Donc, c'est quoi le yoga? C'est quoi la méditation? Tu nous l'as vulgarisé puis mis vraiment les mots en toute simplicité. Alors, je pense que les gens vont retenir beaucoup de belles choses de cet échange-là. Alors, je te remercie vraiment infiniment donc de ta participation à cet épisode-là aujourd'hui. Et dans la description écrite de l'épisode, les gens vont pouvoir retrouver vraiment les informations qui leur permettront d'en savoir plus sur ce que tu fais et de pouvoir entrer en contact avec toi. Donc, s'ils veulent en savoir plus, ont besoin d'informations, toutes les informations vont être à leur disposition. Merci beaucoup, Alain. Merci pour l'invitation. Merci pour la vitrine, parce que c'est rare qu'on a l'occasion de parler comme ça plus large de ce qu'on fait, de ce qui nous passionne. Moi, je le fais en one-on-one, mais là, on le fait en virtuel, on le diffuse à plus grande gens. Ça me rend très fière, puis je me sens très, très choyée d'être invitée avec toi aujourd'hui. Merci encore.
Ben, ça me fait grandement plaisir. Alors, merci encore une fois, Mère Pierre, et à tous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain épisode de l'Écho du bien-être. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être.